Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction de ce vendredi 4 décembre 2015. Au sommaire de l'actualité. Le président Guelleh participe au sommet Afrique-Chine qui se tient en Afrique du Sud. Et une vague d'arrestations des responsables de la FIFA. Bonjour. Le président a répondu hier aux milliers de manifestants qui se sont mobilisés depuis un mois afin de lui exprimer toute leur fierté à le voir tenir les rênes du pouvoir et l'inciter à se représenter pour l'échéance électorale de 2016. Le président sortant a indiqué sans embâche qu'il se plie à la volonté du peuple, d'autant que le pays traverse une période charnière crucial pour son essor économique et son développement. En dépit des dénégations d'opposants aigris sous l'influence extérieure, j'accepte pour servir de nouveau mon pays et mon peuple. J'accepte pour l'intérêt suprême de la nation, a affirmé le président Guelleh. Le président sortant a également indiqué qu'il n'a épargné aucun effort pour œuvrer en faveur du développement du pays, du progrès social, de la paix et de la stabilité, et ce depuis le premier jour où il a été investi. Pour autant, la mobilisation et la vigilance doivent demeurer de mise jusqu'à la tenue du scrutin, a précisé le président Guelleh. Il reviendra ensuite au peuple souverain d'en décider en toute liberté et avec l'aide du Tout-Puissant. Ces objectifs seront atteint. Près de 5 mois nous séparent de la tenue de l'élection présidentielle de 2016 qui aura lieu vers le mois de mars ou le mois d'avril. Écoutons la déclaration du chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Djibouti ayuntaw andu kaddi labugsay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. walaalayaal dadweynaha dalkeenna yar iyo weyn, haween iyo rag, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compatriotes, le 1er novembre dernier et durant toute la semaine qui a suivi, vous avez organisé la manifestation la plus vaste que notre pays ait jamais connue. Non seulement cet événement, sans commune mesure, a pu se dérouler sans l'intervention de tout parti politique, mais il restera également gravé dans les annales politiques de notre pays. Car il est à inscrire à l'actif du peuple djiboutien qui a de son propre gré souhaité exprimer sa volonté avec fermeté et détermination. À travers ces gigantesques manifestations qui ne pouvaient pas passer inaperçues aux yeux de la communauté nationale, régionale et internationale, vous avez voulu m'adresser un seul et unique message, celui de voir notre pays poursuivre sa marche vers le progrès. Vous m'avez également interpellé en me demandant d'une seule voix de briguer un nouveau mandat. Après avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé d'apporter ce jour-là la réponse à la question que m'a ainsi été posée. Chers compatriotes, vu la période charnière que traverse notre patrie, vu notre mobilisation et le soutien sans équivoque, vu la situation régionale, j'ai décidé de me plier à votre volonté en acceptant de briguer un nouveau mandat lors des prochaines élections présidentielles. J'accepte ainsi de servir à nouveau mon pays et mon peuple, de poursuivre la reconstruction nationale en cours, d'œuvrer sans relâche pour un devenir meilleur et de me sacrifier pour l'intérêt suprême de notre nation. Chers compatriotes, je pense sincèrement de n'avoir épargné aucun effort en faveur du développement de notre pays, et cela depuis le jour où vous m'aviez confié le destin de notre pays. Je pense également que les inlassables efforts consentis tout au long de cette période ont à ce jour donné des résultats tangibles. Chers compatriotes,
Le prochain scrutin doit vous servir d'heureuse opportunité pour confirmer avec autant de fermeté votre volonté exprimée le 1er novembre dernier. En votant massivement en faveur du progrès, de la stabilité et de la paix, vous aurez infligé un échec cuisant aux forces extérieures hostiles à notre développement ainsi qu'à leurs représentants locaux. Ces derniers mettent toutes leurs énergies pour maintenir notre pays dans le sous-développement et la pauvreté inhérente, de ternir l'image de notre pays en déformant en permanence la réalité. Enfin, je pense qu'en implorant le Tout-Puissant de nous accorder son aide, nous finirons par atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Inch'Allah ta'ala waxaan anigu yaqiinsanahay inaan guulaysanayno dalkeennu ha noolaado shacbigeenna casiimkiina ha noolaado. Assalaamu calaykum warahmatullah. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a hier dans l'après-midi eu des entretiens avec son homologue chinois, M. Xi Jinping. Cette rencontre bilatérale a eu lieu en marge des travaux du sommet de 2 jours du Forum sur la coopération Chine-Afrique qui se tient à Johannesburg, en Afrique du Sud. Cette entrevue s'est déroulée en présence des délégations accompagnant les 2 présidents. Les discussions entre les présidents djiboutiens et le président chinois ont porté sur les relations d'amitié et de coopération entre les 2 pays et les 2 peuples, ainsi que les voies et les moyens de promouvoir et de développer davantage ces liens ces liens privilégiés. L'état du partenariat gagnant-gagnant que les 2 pays entretiennent autour de plusieurs projets importants, notamment la construction à Djibouti d'une série de ports haut de gamme, d'aéroports répondant aux normes internationales, de voies ferrées électriques et des routes modernes a été évoqué au cours de cette entrevue. Les entretiens ont ensuite été entendus à l'identification des nouveaux pôles de collaboration gagnant-gagnant entre les 2 pays et les 2 peuples. La mise sur pied d'un canevas de réalisation au système de caméras de vidéosurveillance que la Chine installe en vue d'une plus grande sécurisation des structures névralgiques de Djibouti a également été abordé au cours de cette rencontre. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, et le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Ali Hassan Bahdon, ont pris part à l'audience entre le président Guelleh et son homologue chinois. Écoutez le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf. C'était juste après l'entrevue de 2 présidents djiboutiens et chinois. Nous reviendrons sur ces images dans nos prochaines éditions. Et toujours concernant l'Afrique du Sud accueille le premier sommet Chine-Afrique sur le continent. Les dirigeants africains et chinois ont rendez-vous vendredi et samedi en Afrique du Sud pour un sommet où le président Xi Jinping doit annoncer une myriade de contrats malgré le ralentissement récent des investissements chinois. Commentaire de Ferdous Hussein. Les dirigeants africains et chinois ont rendez-vous aujourd'hui et demain en Afrique du Sud pour un sommet où le président Xi Jinping doit annoncer une myriade de contrats malgré le ralentissement récent des investissements chinois en Afrique. Il s'agit du 2e sommet de coopération Chine-Afrique et du premier à se tenir sur le continent africain. Pékin avait accueilli le premier FOCAC en 2006, outre le président chinois Xi Jinping et une quarantaine de dirigeants africains vont prendre part à ce sommet. Placé sous les signes d'une coopération gagnant-gagnant et présenté comme une nouvelle étape importante dans l'histoire des relations sino-africaines. Depuis une décennie, la Chine achète en grande quantité de pétrole, fer, cuivre et autres matières premières aux pays africains, contribuant à la flambée des prix. Mais le ralentissement de sa croissance produit désormais l'effet inverse.
En route pour le sommet, le président chinois a fait escale mardi au Zimbabwe, paria de l'Occident, où il a signé plusieurs accords économiques. Mercredi à Johannesburg, où il a conclu avec son homologue sud-africain 26 accords bilatéraux pour un montant de 6,2 milliards d'euros dans les domaines industriels, agricoles, des infrastructures et de la coopération économique. Et pour le COP 21, le sommet sur le climat de Paris pour faire face au changement climatique se poursuit toujours après la réunion des dirigeants du monde entier, dont le président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh. Les travaux de ce sommet important pour l'avenir du monde se déroulent au niveau des experts et des ministres. La délégation djiboutienne, comprenant le ministre de l'Environnement et la secrétaire au logement, a tenu une réunion informelle sur la stratégie de Djibouti pour lutter efficacement contre le changement climatique en République de Djibouti. Cette réunion s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Djibouti à Paris ainsi que les représentants des différents ministériels. Par ailleurs, lors de cette réunion, une présentation a été faite sur le système de croissance accélérée et la promotion de l'emploi qui a pour objectif de favoriser le développement et l'emploi. Nous partons de Paris pour la Russie où M. Mohamed Ali Kamil, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti en Fédération de Russie, a présenté aujourd'hui ses lettres de créance au secrétaire d'État de la République du Kazakhstan, Madame Kouchra Abdil Kaliskova, et ce en sa qualité de nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti, accrédité en République du Kazakhstan, avec résidence à Moscou. Au cours de cette cérémonie officielle de remise de lettres de créance, le nouvel ambassadeur a, par l'intermédiaire du secrétaire d'État, transmis au chef de l'État du Kazakhstan, M. Nursel Nazarbayev, les chaleureuses salutations de son homologue djiboutien, M. Ismaël Omar Guelleh. De son côté, le secrétaire d'État du Kazakhstan a demandé au nouvel ambassadeur de transmettre les meilleures salutations de son président à son homologue djiboutien, tout en souhaitant au nouvel ambassadeur ses vœux de succès pour l'accomplissement de sa haute mission diplomatique. Dr Mohamed Ali Kamil n'a pas manqué d'informer les autorités du Kazakhstan des progrès économiques enregistrés par notre pays depuis ces dernières années, ainsi que de l'existence à Djibouti de réelles opportunités d'investissement pour les hommes d'affaires du Kazas, notamment à travers les atouts que représente Djibouti en tant que porte d'entrée de l'Afrique et plus particulièrement l'accès au marché commun du COMESA qui représente plus de 400 millions de consommateurs. En conclusion, les deux parties se sont félicitées de la convergence des points de vue sur la nécessité de placer la paix et la sécurité comme pivot principal permettant d'évoluer vers la prospérité et le développement économique durable. L'ambassadeur a par ailleurs adressé ses félicitations au président de la République qui a accepté de briguer un nouveau mandat en 2016. Et retour à la capitale où la mairie et la commune de Balbala ont organisé une cérémonie de remerciement au profit du conseil des quartiers de Balbala. La cérémonie a vu la participation du maire de la ville de Djibouti, Hussein Abdillahi Qayad, le président de la commune de Balbala, Youssouf Hassan Nuho, ainsi que des élus des différents quartiers de Balbala. Le conseil de quartier est composé des hommes et des femmes et en son sein réunis dans l'objectif d'inculquer aux habitants du secteur les démarches civiques et responsables qu'un citoyen digne de ce nom pourrait l'avoir. Balbala est un quartier populaire qui concentre à lui seul le 1/3 de la population de 3 communes de la capitale et se voit
tripler sa population dans les 10 années à venir. Et pour cela, la commune se doit, avec l'aide de la mairie de Djibouti, se sensibiliser sur sa population sur des questions, entre autres, comme la cohésion sociale, l'esprit de convivialité et la bonne entente entre des habitants du même secteur. Le conseil de quartier œuvre en ce sens et se vit primé de leur acte par des certificats de reconnaissance pour leurs faits et gestes. La nation reconnaît votre travail et votre dévouement pour le bien-être de vos compatriotes. Et c'est ce qu'a déclaré en substance le président de la commune de Balbala, tout en saluant le travail exceptionnel et sans rémunération qu'effectuent les hommes et les femmes que compose le conseil du quartier. De son côté, le maire de la capitale, Hussein Abdullahi Qayad, a déclaré que c'est le devoir du conseil des quartiers de nous faire transmettre avec l'aide de la commune les doléances des habitants des quartiers. Le maire de la ville de Djibouti a salué le travail considérable qu'avait fait le conseil des quartiers lors du rassemblement du 1er novembre pour demander au chef de l'État un nouveau mandat en 2016. Les habitants du faubourg de Balbala sont sortis en masse pour clamer haut et fort leur président, un acte sans précédent dans l'histoire de notre pays. annagoo bilownay 2013 inaan dib u habayno komiteyada kaartiyada oon kolkii aan lahayn xaafadda. C'est tout de suite l'appel à la prière d'Al-Asr. Restez avec nous, l'information continue sur Télé Djibouti. C'était donc l'appel à la prière d'Al-Asr et tout de suite la suite du journal. Et en page éducation, un atelier de formation sur l'amélioration de l'intégration des technologies d'information et de communication dans l'enseignement et l'évaluation des mathématiques au lycée s'est tenu cette semaine au CRIPEN. L'inspecteur disciplinaire de mathématiques, les conseillers pédagogiques ainsi que les commissions rédactionnelles sont dans une moindre mesure. Les enseignants de mathématiques participent à cet atelier animé par un expert français, M. Georges Dubouloz, inspecteur de mathématiques à l'Académie de Grenoble. Au cours de cette semaine de formation, les participants ont travaillé sur un programme assez chargé. En effet, une série de questions importantes étaient inscrites au menu de la formation, à commencer par l'analyse de place de TIS dans la réforme du lycée, l'étude des manuels numériques de la série littéraire, le protocole de l'épreuve pratique du bac S ainsi que la place des TIS dans les épreuves écrites du bac. Plus généralement, l'expert de mathématiques a donné une série de conférences touchant à des questions comme la place des TIS dans l'évaluation en cours d'année, mais aussi dans les épreuves écrites et le protocole du bac scientifique. Rappelant que cette formation s'inscrit dans le cadre de la réforme du secondaire et dans le suivi de la mise en œuvre dans la réforme en classe de terminale. Et pour plus ample explication, écoutons l'inspecteur de mathématiques, M. Mohamed Abdo. lycée حدو لبنان أنت ملا سهنة هاينة تو عدنا اللي هاينة مجهي أورديناتير كي كالكولاتريسي وري اللي يستعمله يعني نا حساب حدلو تو عدنا كهسهنة مي معلومات. Et toujours aux nouvelles du pays. Le mercredi après-midi, au sein de la commune de Balbala, le président Youssef Hassan Nouho a distribué à un ensemble de femmes venant des quartiers les plus défavorisés de la capitale une enveloppe contenant une somme d'argent offerte par une ONG. Cette somme d'argent va aider les familles qui vivent dans des conditions difficiles. Ces familles vivent dans le quartier de PK12 et plus précisément à Arhiba 3. L'équipe de cette ONG, qui a préféré rester anonyme, s'est rendue dans les foyers de ces familles pour voir de près la nécessité de la distribution d'aider ces gens qui sont dans le besoin.
Au total, 40 familles ont bénéficié de l'enveloppe qui contenait une somme de 35 750 francs. Le président de la commune de Balbala et ses proches collaborateurs ont été avec lui pour la remise de ces enveloppes. Et dans la page santé, dans le cadre des activités de charité et de dons du sang, l'association appelée en voie de développement a initié et organisé ce matin à l'hôpital Dar al-Hanan une journée de dons de sang pour les personnes malades hospitalisées au sein de cet hôpital. Cette journée de don du sang organisée par l'association Voie de développement en étroite collaboration avec l'hôpital Dar al-Hanan s'est déroulée en présence du comité exécutif, à savoir la présidente de l'association, Mademoiselle Fatouma Ahmed Ousmane, le secrétaire général, M. Liban Aden Ilmi, le vice-président Aden Hassan et le coordinateur principal, M. Youssouf Mohamed. Cette journée a outre vu la participation des jeunes donateurs de sang issus des différents quartiers de la capitale qui se sont mobilisés en masse pour pouvoir donner leur sang aux personnes nécessiteuses, et plusieurs dizaines d'anonymes issus du voisinage ont répondu à l'appel. Plus d'une cinquantaine de personnes ont librement consenti au versement de leurs précieux liquides pour sauver des vies humaines. L'objectif de cette opération de collecte de sang s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation de l'ensemble de la population djiboutienne à s'impliquer davantage dans le don de sang, car, comme on le sait, le don de sang permet de sauver des milliers de gens. Et enfin, rappelons que l'association en voie de développement compte à ce jour 3 ans d'existence et s'implique dans différents volets, à savoir l'éducation, la santé, l'aide aux personnes démunies ainsi que la protection de l'environnement et de la culture, et tout ceci à but non lucratif. Cap vers le nord du pays, où l'association Obuki a organisé hier au conseil régional de Bok la cérémonie de lancement officiel du projet de nettoyage des plages de Bok appelé projet plage Nadif. La cérémonie fut présidée par la présidente de l'association, Mme Hasna Ali Mohamed, en présence du président du conseil régional de Bok, M. Ali Humed, deuxième adjoint du préfet, M. Amin Shamsan Saleh. La cérémonie a vu la participation de plusieurs responsables locaux, des chefs coutumiers, des représentants des associations féminines et des jeunes, ainsi que des officiels des organismes internationaux intervenant dans la région de Bok. Dans leurs interventions respectives, Mme Hasna Ali Mohamed et le président du conseil régional ont mis en relief l'importance de ce projet qui porte sur la protection du littoral en état de dégradation totale et sa sauvegarde à travers diverses actions d'information et de mobilisation, ainsi que le lancement des activités de formation au profit du comité de gestion du littoral. Rappelons que ces activités entrent dans le cadre du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement. Le programme vise à renforcer la sensibilisation des communautés vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, pour la protection de l'environnement et le développement social. Le projet est financé par le Fonds pour l'environnement mondial avec un budget total de 19 658 000 $ pour une durée de 6 mois. Le président de l'association, Youssouf Aden, nous en dit plus. Nous allons revenir sur la déclaration. Tout de suite, aux nouvelles internationales, la réforme de retraités a à nouveau entraîné des manifestations hier en Grèce et une grève généralement de 24 heures a commencé. Selon la police, 2 cortèges différents ont réuni près de 15 000 personnes dans le centre d'Athènes. La mobilisation est en baisse par rapport au dernier grand défilé du 12 novembre qui avait rassemblé 20 000 personnes. Nous disons non aux nouvelles mesures sociales, déclarent ce manifestant, car leur but est de repousser l'âge de la retraitée à 67 ans. Nous nous battons pour sauver nos salaires, nous nous battons pour nos enfants
ainsi que les hôpitaux, écoles, transports publics. Le fonctionnement d'une grande partie des services publics a été perturbé. C'est par ailleurs demain soir que la Grèce doit adopter le budget en 2016. Et pour finir, le journal La justice américaine ne lâche rien. De nouveaux responsables de la Fédération internationale de football ont été arrêtés ce jeudi à Zurich, en Suisse. Les autorités suisses confirment 2 interpellations dans le cadre de l'enquête pour corruption présumée, mais aucun nom n'a été officiellement communiqué. Cette nouvelle vague d'arrestations intervient alors que la FIFA est réunie en comité exécutif depuis mercredi. Le comité exécutif en cours est censé se pencher sur les réformes envisagées par la FIFA pour retrouver de la crédibilité. Ces nouvelles arrestations interviennent en outre au lendemain du 5e anniversaire de l'attribution du Mondial 2022 au Qatar. Cette attribution est au centre des enquêtes et cristallise les soupçons des corruptions. Au total, 14 personnes sont pour l'instant mises en cause dans l'acte d'accusation de la justice américaine qui évoque quelques 132 millions d'euros de pots de vin et de rétrocommissions depuis les années 1990. Et c'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Les minutes du focus de... Bonjour mesdames et messieurs, c'est les minutes de focus. Ferdous Hussein nous a rejoint sur le plateau. Ferdous nous a préparé 3 sujets et éventuellement le premier sujet va porter sur la Russie et la Turquie, la première rencontre officielle après la mort d'un pilote russe abattu par l'aviation turque. Alors Ferdous, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Tout à fait Choukri, bonjour à tous. Et pour ce focus, c'est évidemment, comme elle l'a dit Choukri, nous avons préparé pour ce focus les rencontres qui a... En fait, c'est la rencontre qui a permis de négocier, soi-disant, après les invectives et les accusations, la rencontre officielle pour la première fois depuis la destruction d'un bombardier russe par l'aviation turque le 24 novembre dernier. Les ministres des Affaires étrangères des 2 pays se sont enfin parlé en tête-à-tête. Rencontre a eu lieu hier en marge du sommet de l'OSCE à Belgrade, en Serbie. Une rencontre aussitôt minimisée par le ministre russe Choukri, qui a affirmé qu'il a rencontré le ministre Davutoglu à sa demande insistante, mais il a dit, et je le cite, « Nous n'avons rien entendu de nouveau », a déclaré à la presse Sergei Lavrov, regrettant visiblement que les Turcs maintiennent leur position concernant la violation de leur espace aérien et la gestion mortelle de cet incident. Le ministre turc n'est néanmoins montré rien plus conciliant quant à la réconciliation entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. Elle n'est pas encore à l'ordre du jour, mais lundi, le président russe a tout fait pour éviter, lors de la réunion de la COP 21 de l'ouverture à Paris, puis mercredi, Moscou a même accusé la famille du président turc de profiter de contrebande de pétrole organisée par Daesh. Nous avons répondu à ces allégations, a dit Davutoglu. Nous espérons que les Russes abandonneraient ces allégations. Et autre sujet, cette fois plus tragique pour les migrants qui sont à la quête d'une vie meilleure, mais ironie du sort, un migrant est mort et électrocuté à la frontière entre l'ex-république yougoslave de Macédoine. C'est le premier décès qui survient au point de passage du Doména. L'homme serait un Marocain. Il est mort en tentant de traverser la voie ferrée. Ils sont environ 1500, majoritairement originaires du Pakistan, d'Iran, de Maroc, coincés en Grèce. Désormais, seuls les Syriens, les Irakiens, les Afghans, considérés comme réfugiés, peuvent poursuivre leur route vers le nord de l'Europe. Tour à tour, les pays du Balkan tentent de se protéger en construisant des clôtures métalliques pour détourner la route des migrants à Idomena. Les tensions sont vives. Elles risquent d'être encore plus ravivées par les décès tragiques. Les autorités grecques affirment aussi qu'elles tentent de convaincre ces hommes et ces femmes de quitter ces comptes fortune pour déposer une demande d'asile à Athènes qui les hébergerait
parce que après la Slovaquie, deuxième point, après la Slovaquie, mercredi, la Hongrie a à son tour annoncé avoir porté plainte contre la justice européenne contre le quota de répartition de réfugiés entre États membres adopté au mois de septembre dernier. Et pour finir, Choukri, chose promise, chose dit, nous allons parler de la FIFA, le scandale qui sécule la FIFA, un nouveau rebondissement dans le scandale de la FIFA avec l'inculpation de 16 personnes, dont de hauts dirigeants de l'instance sportive. Parmi eux, Ricardo Teixeira, ancien président de la Confédération brésilienne de football, et Marco Polo Del Nero, actuel patron de l'organisation. La justice américaine qui enquête sur un vaste système de corruption, il les a accusés de se livrer à un racket organisé. Hier, avant l'aube, la police suisse a interpellé à Zurich les deux vice-présidents de la FIFA, le Hondurien Alfredo Awik, patron de la Confédération américaine du Nord central des Caraïbes, et le Paraguayen Juan Angel Naput, dirigeant de la Confédération d'Amérique du Sud. Les deux hommes se sont opposés notamment à leur extradition vers les États-Unis. Merci Ferdous pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer des agréables moments avec le reste de nos programmes télévisés.